Maybe a few words about the key point is what we said this morning at the beginning. Smart cities, there are a lot of challenge. It's a global challenge. And specifically in big countries like China, India, and with a strong push regarding the demography and so on. So you have certainly an experience to share with us about this. But the first point is, could you share with us what you are doing in France with TCS and what is your implication in the Grand Paris? Thank you. So first about my company, Tata Consultancy Services. It's part of the Tata Group, which is India's largest conglomerate. It's a $100 billion company with more than 65% revenues coming from outside of India. So it is a very international company. And the company I represent, TCS, I'm the head of France. TCS per se is the second largest IT services company in the world by number of people, by market capitalization, by profits, and it is the fifth largest IT company in the world by revenues. So it's a large company, very international, present in more than 55 countries. And what I want to do, if you will permit me, is, of course, I will explain what we do in France, but specifically our point of view on smart cities. Now, TCS has several experience of creating solutions for hospitals and educational institutes and banks in India, across the world. But bringing it all together is what we are now doing. And we have a lab, which we call iCity Lab. And it is based in Singapore, where I lived for 4 years before moving to US and then coming to France. And what we do there in that lab is to create solutions for smart cities, mainly in China and India, but also which can be taken to many other cities in the world. It's a lab for integration of different systems. Different systems, and the framework we created is called City Process Management, and we have the processes mapped out for healthcare, for education, for safety, security, for lifelong processes, aging. So it's a very thorough framework that we have created. And we have a point of view related to smart city, which I want to share with all of you. Just imagine a room and put 10 people inside that room and put some tablets, internet connection, some smart devices. Would we call that room an intelligent room? It is just a room filled with innovative technologies, but it is not an intelligent room. And connected. It is in the people that the intelligence rests, and connecting the people to the network. And not just that, it is also to make each person contribute using the technologies in the room for the greater good. And it is also each of them performing what they are capable with the technologies in the room. And finally, and very importantly, each of them with their own capacities continuing to improve the technologies in the room that would make that room a smart room. It could become an e-library, it could become a e-trading room, it could become an e-bank, it would be an e-hospital. So it is the coming together of these factors that makes it really intelligent. The same for what we call intelligent cities. So typically, many of us would put citizens in the middle and then surround it by a box filled with smart infrastructure and call it, this is the vision of a smart city. What we have as a point of view is, of course, the citizen is in the middle, but we talk about citizen values. And the values are what we think is of priority for the future is mainly in participation. Every citizen wants to participate, and we see that happening across the world. Every citizen wants to have choice between the services that he consumes from the government. Every citizen wants personalization of that service that he chooses. Every citizen wants to have this lifelong
accompanying him throughout his life, even if he is living somewhere outside his city. He wants that vital connection to his city. And then this is from a citizen's perspective, but then comes the governmental perspective, the mayor's perspective, which is, okay, all that is good, but then how do I manage the resource constraints? And the mayor would also like to know what should his city's values be. It is not just the citizens' values, but he might want his city to have a particular value for the world. And all of this coming together is what we call a smart city, and that is the framework we have created and we are implementing. So could you share with us some concrete example of your involvement in the smart city in these countries that could maybe help to design the Grand Paris? Absolutely. That's a tough one because in India, I would say there are not yet anything which I would deem as really a smart city. But having lived in Singapore for 4 years, I would say it is definitely quite advanced in terms of its government to G2C, as we call it, government to citizen interaction. But what TCS has done is several things for India. For example, we have automated the largest bank in India. We have automated the stock exchanges in India. We have automated the largest insurance companies in India, the telecom companies in India. So a lot of experience, but I don't want to talk about these experiences alone. What I want to tell you is a generic principle of what is it that companies such as ours is capable of bringing to the world, and maybe to some extent even for Paris, which is there are 3 characteristics of such solutions that come out of India for hospitals, banks, etc. One is because India missed the last technology generation, we don't have too much of legacy technologies that had to be replaced and newly created. What we created was using the latest technologies. So if it is the web, mobile, cloud, all the solutions we create for our implementations in India are already web-enabled, are already cloud-enabled, are already mobile-enabled. So that is one characteristic of solutions that we have created. The second characteristic of solutions that come out of India is the scale. The bank that I talked about, we have 100 million account holders. So that is the database we're talking about. The telecom solution we implemented for Tata Teleservices, which is just 2 states in India. The number of subscribers that Tata Teleservices adds every year is more than the population of Austria, Denmark, Finland, and most of the Nordic countries. So whatever we are creating, the largest railway reservation system in the world is in India. It was done by TCS. So whatever we create has this characteristics of ability to scale. And the third one is that because there are so many opportunities to implement such projects in India or in China, we always look for creating repeatable solutions. So we don't do a project for a bank and then do another project for another bank freshly. We create tools. And in the process, we create tools for tools. So TCS has a complete software development kit by which a developer, a PMU developer in France, can actually log into that tool set. He can download the libraries, the application program interfaces, the test data for connecting to smart devices, for mobile, for cloud infrastructure. It is available. So these are the 3 characteristics of solutions we create in India. Nous faisons partie du même groupe Tata que TCS, donc nous sommes un petit peu cousins avec Kumar. Donc Tata Communication est un opérateur global de communication et nous sommes vraiment, nous opérons 25% aujourd'hui des autoroutes de l'information mondiale. C'est-à-dire qu'on se situe vraiment, on a parlé de Singapour, d'énormément de villes, et nous, notre rôle, c'est de connecter les villes, les populations, les entreprises dans le monde entier. Donc on exploite des câbles sous-marins en fibre optique, des capacités absolument gigantesques. Et pour nous, cette révolution industrielle numérique qu'on est en train de vivre autour de la mobilité, du cloud, des réseaux sociaux, du big data, c'est absolument fondamental parce qu'on peut parler de tous ces sujets dans Paris, dans Stockholm, dans Nice, mais il va falloir des infrastructures mondiales
des interconnexions entre les clouds différents de fournisseurs. Il va falloir les données, il va falloir continuer à les transporter. Donc on se positionne vraiment aujourd'hui comme un opérateur global d'infrastructure. Robert Vassoyant disait tout à l'heure que Cisco a rendu l'Internet possible. En fait, Cisco fabrique les ronds-points, les stations d'autoroute, les stations à péage, et nous, en fait, nous gérons les autoroutes de l'information, donc les liaisons louées, enfin les liaisons spécialisées à très très haut débit. Alors, par rapport au Grand Paris, comme je le disais, nous on se positionne vraiment à la périphérie. On se positionne derrière des acteurs comme Cisco, derrière des acteurs comme IBM, derrière des acteurs pour fournir vraiment l'infrastructure, la capacité, les accès au débit Internet. Pour vous donner des exemples, ce que l'on fait en France aujourd'hui, on est un partenaire privilégié d'opérateurs comme SFR, comme Free, comme Bouygues, et on leur permet en fait de vous fournir des forfaits extrêmement intéressants, puisqu'on leur fournit une partie importante de leur infrastructure Internet à partir de Paris. On fournit également des services à énormément de multinationales. Ce qui nous intéresse également dans Paris aussi, c'est le fait que Paris soit aujourd'hui la 3e capitale en fait, en termes de concentration de sièges sociaux de grands groupes mondiaux. Il y en a à peu près une quarantaine dans les 500 premières. Et puis également le nombre de sociétés, qu'elles soient indiennes, asiatiques, qui viennent à Paris. Donc on souhaite les accompagner dans cette venue vers l'Europe et puis dans ces investissements vers la France. Alors si on zoome un peu dans votre expérience internationale, il y a des implications du groupe Tata sur la ville intelligente que vous voyez transposables pour le Grand Paris ? Alors aujourd'hui, on est impliqué, on commence à être impliqué dans certaines régions en Inde. On a notamment dans un projet qui s'appelle le projet GIFT, qui est le Gujarat Intelligent Trading, Financial Trading, qui est en fait une ville intelligente qui est en train de sortir de terre entre Ahmedabad et la capitale du Gujarat. Donc le Gujarat, c'est une compétition pour Bangalore, par exemple, ou une autre ville. Non, c'est vraiment des. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire de cette ville un centre financier très important. Donc là, on se positionne vraiment comme peut le faire, je suppose, Orange à Paris en termes d'infrastructure dans la ville elle-même. On travaille également sur d'autres projets avec un nombre d'autres sociétés du groupe Tata, puisque le groupe Tata, c'est une centaine de sociétés opérationnelles. Et on a des projets avec TCS, avec Tata Power, donc la partie énergétique, Tata Housing qui construit des logements, Tata Projects qui fait de l'ingénierie. Donc on a des projets qui sont, et comme Kumar le disait, aujourd'hui c'est pas encore très très développé, c'est en cours, ce sont des projets sur lesquels on regarde à l'échelle du groupe Tata. Alors transposer ça en France aujourd'hui, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Et puis la dernière société que j'ai oubliée, c'est Tata Steel qui fournit notamment un partenaire privilégié de la SNCF en France, puisqu'elle fournit 80% des rails du TGV en France et qui fabrique ces rails à Hayange en Moselle. Donc voilà, et ils exportent également des rails pour les villes donc en Inde, à partir de la France. On vient de parler beaucoup d'infrastructures. Je ne vais pas dire que les infrastructures, ce n'est pas important. J'y reviendrai. On fait beaucoup d'investissements, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'investissements au travers de la compréhension des usages et des outils qui permettent de développer les usages. Et puis la deuxième chose qui change, c'est de travailler sous forme de partenariat. On évoquait, il y a le mot d'écosystème qui a été évoqué. Je préfère partenariat parce que le mot système peut-être peut conduire à quelque chose d'un peu plus figé. Et puis, comme le disait le directeur de TCS tout à l'heure, ce qui est important, c'est de partir de l'usage personnel. Les gens ont besoin de connaître et qu'on leur apporte vraiment quelque chose pour eux dans leur façon de travailler, dans leur façon d'utiliser les transports. On appelle ça, nous, les parcours. Donc le parcours du voyageur, le parcours du citoyen, le parcours du supporter de foot, parce que les stades sont connectés aujourd'hui. Voilà un petit peu quel est le changement. Ne pas partir des infrastructures, mais des usages, et aussi travailler en partenariat. Ce qu'a dit un peu Jean-Louis Missica tout à l'heure,
la chaîne de décision entre Absolument. l'utilisateur et le décideur est une autre nature. Absolument. Alors pour faire ça, on a un nouveau mix, ce qu'on appelle le mix chez Orange. C'est pas MIX, c'est MICS, donc c'est mobile, information, cloud et social. Alors mobile, tout le monde comprend pourquoi. On l'a dit tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on utilise des mobiles, mais à l'échelle sociologique, un taux de pénétration qui est arrivé extrêmement rapidement, mais on n'a encore pas fini de voir les usages du mobile, et on sent bien que c'est un boom absolument extraordinaire. S'agissant du Grand Paris, on parle beaucoup de transport, on sait bien que les mouvements et les flux de population, aujourd'hui tout le monde a envie d'être connecté, et c'est donc très important. Deuxièmement, information, je préfère information à données, data, parce que data c'est un peu la partie brute, l'information c'est la partie un peu traitée. Alors je ne sais pas si c'est du big data, du fast data, de l'open data, du smart data, c'est un peu tout ça. Mais c'est évidemment un sujet sur lequel il faut que nous soyons présents, et nous le sommes. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Le cloud, parce que cela permet, ces nouvelles technologies permettent évidemment d'apporter de la flexibilité dans l'utilisation des moyens de traitement, des moyens de stockage et l'accès à ces moyens-là. Et enfin, le social, tout le monde l'a vu, les réseaux sociaux, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, à titre personnel, et puis le fait que la barrière personnelle, professionnelle, communauté disparaît complètement et que le numérique permet de passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Voilà. Sur le cloud, on a dit tout à l'heure que c'était pas cher. C'est pas le seul intérêt du cloud, c'est aussi sa dynamicité, l'accès très vite. Absolument, Voilà, absolument, bien sûr. Et puis la capacité aussi d'upgrade, enfin la scalabilité facile, bien évidemment. Alors, quelques exemples de ce que nous faisons concrètement dans ce domaine-là et qui nous mettrons à disposition pour le Grand Paris, bien sûr. Alors d'abord, on parle d'innovation ici. Donc en termes d'innovation, je voudrais rappeler l'initiative Orange Fab que nous mettons en place, consistant à mettre à disposition des ressources de compétences, donc des personnes, des mentors, comme on dit aujourd'hui, mais aussi des locaux et la possibilité de tester leurs nouveautés à des startups. Donc Orange Fab a été lancé par notre président aux États-Unis, puisque nous sommes présents avec un lab dans la Silicon Valley. Ça a été lancé en France, en Pologne et au Japon. L'intérêt pour nous, c'est évidemment d'aller capter tout ce bouillonnement des usages et des startups pour ensuite leur permettre de venir sur nos plateformes. L'autre exemple concret que citait Jean-Louis Missica d'innovation, c'est cet exemple de Carnot qui transforme en quelque sorte des serveurs en radiateurs et que nous connectons, et on va même d'ailleurs en installer probablement quelques-unes dans nos boutiques. Donc voilà, ça permet d'aller vraiment dans une granularité très fine. Nous avons créé dans le domaine des Smart Cities un programme au sein d'Orange qui s'appelle le programme Smart Cities. On n'a pas été très créatif pour justement orienter notre R&D, orienter notre façon de travailler en partenariat et dans tout cet écosystème. Alors nous avons par exemple noué des partenariats, j'en cite quelques exemples, avec Regus pour installer avec eux des pôles de télétravail. Voilà, donc ce sera utile évidemment, et nous en déploierons certainement avec eux dans la région capitale. Deuxième exemple, là ce n'est pas simplement de l'expérimentation, c'est une offre que nous avons qui s'appelle Fluvision, consistant à, et c'est un très bon exemple de big et fast data, je dirais, puisque c'est du temps réel, nous agrégeons les données totalement anonymisées et statistiques qui sont sur nos réseaux mobiles pour pouvoir fournir à ceux qui le souhaitent des informations de trafic, de flux de personnes. Voilà, donc ça peut être utile pour le tourisme, pour les transporteurs, pour regarder comment se déplacent les gens. L'intérêt du produit, c'est qu'il est en réel, bien sûr, et de cette possibilité, mais c'est qu'aussi, elle permet de donner la vitesse, puisqu'on utilise la vitesse de déplacement d'une cellule mobile à une autre. On sait que si les gens sont à pied, en voiture ou en TGV, ce qui donne un affinage de la donnée de base. Je me permets de dire à cet instant que notre positionnement n'est pas évidemment d'aller faire le traitement des données métiers. On n'est pas des gens dans le transport, on n'est pas des gens qui savent faire de l'énergie. Ce que nous cherchons à faire à travers le mix dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre à disposition des plateformes d'intermédiation qui soient les plus larges possibles. Je parlais d'Orange Fab, ça c'est l'intermédiation pour l'innovation. Là aussi, c'est une plateforme intermédiaire mise à disposition. Voilà quelques exemples, il y en aurait bien d'autres dans le smart metering. Voilà. Mais ça veut dire tout le temps électrosensibilité de la ville. Plus d'électrosensibilité de la ville, des objets, de ces usages qui seront interconnectés entre eux.
Et puis, plus de prévisionnel en temps réel sur la consommation, les données de consommation, mais également de production. Alors, nous, on est un peu basique, on est un peu le vieux mammouth, et je m'en excuse, on est le gestionnaire de l'infrastructure. L'énergie, c'est très moderne, pas C'est très d'inquiétude. moderne, Oui. mais l'électricité, je vais vous dire, ça passe pas par le 4G. Contre toute attente. Il y a besoin de câbles, il y a besoin de transformation, il y a besoin de postes sources. Certes, ça peut circuler dans les deux sens, mais il y a une petite problématique. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, il ne faut pas oublier l'essentiel. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse cohabiter et qu'on fasse dialoguer ensemble deux espaces. Le premier qui est un espace fini avec une temporalité qui est extrêmement longue. C'est justement l'infrastructure. Et l'infrastructure aujourd'hui, on va être très clair, le réseau moyenne et basse tension, c'est 130 milliards d'actifs, ça a une durée de vie de 50 à 60 ans, donc ça veut dire que ça ne se bouge pas aussi vite comme on passe du 3G au 4G, c'est un peu évolutif, on y arrive, il y a une bonne intelligence, une très bonne intelligence sur la moyenne tension et c'est long. Et puis c'est un système physique. Bon. Et qui a une capacité, quand je dis fini, espace fini, parce qu'il a une capacité d'acheminement définie. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi derrière. Et de l'autre côté, on est confronté à un espace finalement très matriciel, mouvant, très variable, en temps réel, avec une multiplicité de données. La première donnée, ça va être les données techniques, on va dire, données de consommation qui sont en temps réel. On va retrouver, bien sûr, les injections ou les soutirages avec les énergies renouvelables, le stockage, les véhicules électriques, les infrastructures de charge de véhicules électriques, qui sont contraires aux usages, puisque c'est un énorme appel de puissance, comme le disait François Buttet, et très peu de consommation. Et puis, des données, ça, on va dire, c'est les abscisses, et puis en vertical ou en matriciel, je dirais qu'il y a également des données tarifaires, des données marché, qui sont aujourd'hui, et j'en suis désolé, très déséquilibrés, qui sont de plus en plus instables. Il suffit de regarder les marchés spot ou les marchés de déséquilibrés entre l'entreprise et entre finalement le coût réel de ce qui se passe. Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe aujourd'hui et vous verrez que le prix marché, ça devient très compliqué. On paye trop cher, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pas qu'on paye trop cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix spot va de moins 1 000 € à plus 1 000 €. J'ai bien dit le prix moins 1 000 €. Il y a des jours où on est en prix négatif, bien entendu. C'est assez connu entre le Danemark et les pays qui donnent de l'énergie, qui gagnent de l'argent. Et donc aujourd'hui, nous, on est au croisement de tout ça. Donc, bien sûr, on est lancé à fond sur l'innovation et sur cette finalement transformation d'un réseau qui est électrique à la base et qui devient électronumérique. Et pour la ville, de plus en plus électrosensible. Mais l'électricité, il faut un équilibre offre-demande. Il n'y a pas de stockage indéfini, donc aujourd'hui on avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors comme le disait Robert Vassaillant, on s'est déjà lancé, puisque nous on met en place des systèmes de comptage communicant. Alors vous connaissez Linky, vous en avez entendu parler, ça c'est pour les particuliers, c'est un gros projet de 5 milliards d'euros qui va s'étaler sur 5-6 ans, mais également 35 millions de comptes qui sont visés. 35 millions à horizon 2020. Là, on a lancé un appel d'offres pour une première tranche en technologie G1. On se réserve la possibilité, bien sûr, d'ouvrir sur le G3 pour avoir finalement d'aller un peu plus loin avec l'IPv6 à terme et puis l'Internet des objets. Donc ça on y viendra, mais il y a quand même des qualifications à faire. Mais c'est également vrai sur tous nos systèmes de comptage communicant. Par exemple, on est en train de renouveler tout pour l'industrie, les PME, PMI, les tertiaires. Sur les on a d'autres systèmes interactifs de ce type. Quel sera le benchmark de la France avec un déploiement de cette échelle par rapport à d'autres pays ? Je dirais qu'aujourd'hui, alors on a pris un peu de retard sur ce dossier. Pour autant, aujourd'hui, le compteur tel qu'il est défini reste, on le pense encore, véritablement le leader dans le monde. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Ouais. Donc, on a pris 2 ans de retard, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, je dirais. Alors, on n'est pas au bout du système, puisqu'aujourd'hui, il faut définir les modalités contractuelles et tarifaires, régulatoires avec la Commission de régulation de l'énergie. Mais en tout état de cause, c'est un projet qui avance très fort.